La fausse lumière, quelle est-elle ? Il me semble que nous soyons sous le règne d'un faux Dieu, brillant, reluisant, séduisant, promettant le succès, l'accomplissement, la gloire. Un règne où la vanité se masque de bons sentiments, la bienveillance devenant le mot récupéré pour faire passer son emprise sournoise sur les esprits humains fragiles en quête de reconnaissance et de validation, en quête d'amour finalement. Nous le sommes tous. Et les enfers lumineux se jouent de nos failles pour nous appâter, nous distraire de notre véritable lumière intérieure, beaucoup moins séduisante que les joyaux des apparences. Notre moi narcissique, blessé douloureusement depuis l'enfance, plutôt que de reconnaître sa souffrance et affronter le réel de sa blessure, se contorsionne pour les miettes d'une pauvre jouissance, faible en goût, mais qui nous paraît tellement intense comme un sucre rapide, essayant de combler tous nos manques de sel, de poivre et de piment qu'apporte le réconfort de l'amour véritable quand on le touche réellement au plus profond de nos entrailles. Souvenir d'un paradis perdu, d'une lumière extatique qui convie l'âme à son flamboiement ultime. Les faux paradis interfèrent dans notre quête d'une réelle substance. Nous confondons la nourriture vivante et le fast-food. Nutrition imaginaire en perfusion intime, jusque dans nos fantasmes relationnels. Hello à tous, je suis Nadj, musicienne, poétesse, guitariste de rock, chanteuse, peintre et thérapeute spécialisée dans la puissance du chant, les soins en conscience du sacré. Mystique visionnaire sur un chemin à la fois christique et chamanique. Je réunis ce qui semble inconciliable de premier abord. Et je tente une transversale, poétique, gnostique, alchimique. Le sujet de la fausse lumière me tient à cœur, parce que j'ai été moi-même perdue, tellement de fois, leurrée par des attractions pulsionnelles, qui semblaient offrir tellement de merveilles et de beauté. J'étais poussée par des forces invisibles, guidée par des relations lumineuses en apparence, donc je dis ça, lumineuses entre guillemets, pour venir sustenter mon cœur tellement endolori. J'étais exaltée par des étoiles qui se révélèrent être de bien pâles lampadaires au fil du temps. La fuite de la souffrance nous met en réaction automatique pour notre survie. Et oui, on est conditionné. On est forcé de pallier au vide, à l'angoisse de la mort, au sentiment de ne pas exister pour l'autre. On est animé par des flux incontrôlables qui nous crachent la gueule entre plaisir et douleur, comme autant de va-et-vient qui finissent par donner l'impression de tourner en rond dans un manège fabriqué pour notre enfer. Mais fabriqué par quoi ? Par qui ? Quelle force sous-tend de nos actions ? Alors certains parlent de samsara, de karma, des roues comme ça qui tournent, de boucles temporelles dans le multi-univers, des échos de mémoire. Notre vision se heurte à un mur blanc de la vitesse lumière, n'est-ce pas ? Ce monde est cloisonné, même notre psychisme est cloisonné. Il y a une phrase que dit un alchimiste spagyriste que j'aime bien, Tony Chéron, qui est assez complexe mais à comprendre dans sa démarche. Mais voilà, il a dit une phrase qui m'a vraiment marqué un jour au sujet de ces leurres de la lumière et de ces infinis. Et il dit « L'infini est un cul-de-sac ». J'adore cette phrase, elle fait percuter un truc. Donc c'est un des rares, lui, à dénoncer les fausses lumières prédatrices dans notre psychique, comme ça, des appels extérieurs, des appels à nous en remettre à des faux dieux, à des ciels, à des cieux auxquels on va faire allégeance, avec lesquels on va passer des deals, des contrats, voilà. Parce qu'on se raccroche à tout ce qu'on peut quand on souffre, quand on est plus petit déjà.
Hein, si on était traumatisé, c'est sûr qu'on a tendance à décorporer déjà, notre psychisme se dissocie. Donc on est tenté de s'accrocher à tout ce qui passe, comme des parents imaginaires. Mais il y a aussi un problème de société bien plus général. C'est-à-dire que on est dans un monde de dissociation. On a perdu notre corps et notre capacité à nous incorporer nous-mêmes. Du fait d'un psychisme clivé, contrarié, polarisé, hein, entre l'ombre et la lumière, entre des choses profondes en nous qui nous font peur à rencontrer, et puis des paradis artificiels dans lesquels on se projette, on projette notre moi, notre conscience, on la projette dans des moi, dans des sortes d'avatars virtuels psychiques. Et je trouve que les réseaux sociaux, finalement, c'est quand même le miroir de ces projections psychiques, de nos moi imaginaires. C'est un peu une forme de folie, quelque part, de dissociation psychologique. Mais il faut savoir qu'il y a des strates dans le psychisme. Alors on peut parler de psychologie, mais enfin j'aime bien aussi ramener ça à une vision gnostique et spirituelle, parce que ça montre qu'il y a des étages et aussi d'autres sources de fascination, d'errance. Il y a des errances spirituelles, bien entendu, on va se perdre dans des mondes de lumière, qui sont des impasses, et c'est pour ça que cet infini peut être un cul-de-sac à un moment donné. On plafonne dans ces projections. Et je dis souvent, la mort ne résout rien. Ça a été une des vérités fondamentales qui m'a fortement percutée à un moment donné dans mon ermitage. À un moment, j'ai eu une période de ma vie où j'étais vraiment très seule, et en exploratrice, hein, gnostique. Je dis gnostique, ça veut dire que j'expérimente, que je fais front à ma propre foi, à mes propres croyances et vérités, que je vais explorer comme une spéléologue dans les cavernes de ma conscience et de mon inconscience. Donc il y a eu à un moment donné aussi des imprégnations, et on reçoit à un moment donné, quand on descend profond comme ça, il y a des moments de silence, de profondeur qui nous permettent de recevoir la gnose. C'est-à-dire que la gnose, la connaissance, elle est en nous, mais elle se reçoit. Il faut une terre pour la recevoir. Il faut restaurer cette terre d'ailleurs, parce que sinon on ne peut pas recevoir grand-chose. On reçoit des demi-vérités ou des vérités qui sont toujours teintées d'interprétatif. Et évidemment, on peut dire que c'est tout le temps le cas, mais il y a quand même des fondements, des sortes de grands moments de compréhension, des bascules. Et à un moment donné, il y a eu ce percutage que mourir n'était pas une solution pour l'âme, qu'on pouvait mourir et emmener avec nous nos illusions, notre bagage émotionnel, notre histoire, et se perdre dans les espaces-temps des mondes de la mort. Parce que ça reste quand même des mondes de transit pour revenir dans l'incarnation, même si je n'ai pas une conscience du temps linéaire. Je vois le temps comme plutôt circulaire, et donc tout se passe en même temps pour moi. Mais enfin, il y a cette idée qu'à un moment donné, revenir ici, repartir, mourir, revenir et renaître. À un moment donné, la mort, c'est une porte, mais le chemin continue, quoi. Et que donc l'âme, elle cherche la porte de sortie, et la mort n'est pas la porte de sortie. C'est ça qui est ouf. On se rend compte qu'en fait, ça c'est vraiment une sorte d'intégration, hein, d'un entendement spirituel, que la mort n'est pas une porte de sortie. Que donc l'âme cherche bien à revenir à la maison, à rentrer dans sa source d'éternité. Et donc, il y a des pièges qu'on appelle dans les mondes de l'astral, hein, c'est-à-dire les mondes réfléchissants, cette lumière. On est encore dans les mondes réfléchissants, la vraie lumière. C'est comme si, je compare souvent la vraie lumière à, par exemple, un soleil qui n'est éternel, qui n'est pas temporalisé, donc qui n'est pas dans l'espace-temps. Et c'est comme si on rentre dans l'eau, ce soleil, on le rentre dans l'eau, cette lumière pénètre l'eau, et dans l'eau, cette lumière se diffracte, parce que dans l'eau, c'est l'eau du psychisme, c'est l'eau de ce monde, qui est beaucoup plus dense. C'est comme un cristal qui va diffracter cette lumière. Donc la lumière nous parvient dans ce monde, mais elle nous parvient en partie. Il y a une part de distorsion de la lumière. Et là, mais quand on meurt, en fait, on est toujours dans l'eau des mémoires de l'âme, des eaux,
de mémoire. Et donc cette lumière, elle est cherchée par l'âme. Mais quand l'âme, je sais pas, c'est comme si on va croire on est dans l'eau, on regarde la surface, on voit la lumière, on a l'impression que la sortie, que la lumière est là. Donc on va monter, mais on va être rattrapé par l'incarnation qui se représente. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on touche des mondes de lumière, mais la vraie lumière n'est pas là. Elle est dehors, il faut sortir de l'eau. Donc en fait, si vous voulez, il y a cette impression de toucher un plafond lumineux à un moment donné, qui nous fait prendre conscience de l'illusion de l'espace-temps, de nos mémoires, des accumulations temporelles des mémoires, de l'âme. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'essaie d'imager, d'expliquer, c'est de dire il y a un leurre lumineux même dans la spiritualité, parce qu'il y a des spiritualités qui se passent comme si on voulait monter vers cette surface, mais qu'on s'arrête à la surface, alors qu'en fait, il faudrait en sortir complètement. Donc se désillusionner de la fausse lumière, parce qu'on croit vraiment que c'est la vraie lumière, le problème. C'est ça, hein, c'est comme si le poisson, il monte, et puis il a l'impression il touche son monde. Aïe, il est sauvé parce qu'il touche de la lumière à cet endroit-là, parce que la lumière est très belle à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on parle des leurres de l'astral ou des fausses lumières qui se situent à cet endroit-là. Le psychisme peut s'allumer. Donc il y a une sorte d'extase comme ça, on peut vivre des aspirations mystiques, on peut vivre de grandes choses dans ces remontées vers la lumière, mais on touche un plafond de verre et on n'est pas encore sorti. Le problème, c'est que quand on meurt, on ne sort pas forcément de l'autre côté de cette illusion psychique. Donc il faut faire un processus dans l'incarnation de réveil, voilà, pour sortir des fausses lumières. Donc ce que j'appelle ces fausses lumières, ça peut être des mondes de lumière dans lesquels il y a des entités, des esprits, il y a des forces qui sont agissantes, parce que cette lumière, quand elle arrive dans cette eau, dans ce lac, on va dire, de plus grande densité, il y a cette diffraction, mais il y a quand même du coup beaucoup de miroirs réfléchissants et de formes et de pensées et des choses qui ont pris des formes et dans notre psychisme et qui sont des archétypes, qui sont même des divinités fantasmées, des choses à laquelle on peut parler, on peut échanger, mais ça vient nous visiter. Et tout ça, c'est beaucoup d'informations qui peuvent nous perdre, voilà. Et à un moment donné, quand on commence à savoir qu'on s'est fait avoir, se faire leurrer, c'est très très dur, parce qu'on revit une sorte de nuit noire de l'âme, dans le sens où tout s'éteint, quoi. On se dit, mais en fait, j'ai cherché la lumière pas au bon endroit, quoi. Elle n'était pas là, elle n'était pas dehors, elle n'était pas dans ce ciel-là. Elle n'est pas dans ce ciel que je voyais intérieurement, en me disant, oh là là, là. Parce qu'on fuyait complètement nos forces obscures. Or, tout le jeu entre guillemets de cette réalité, c'est de nous faire intégrer notre part obscure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de là tant qu'on n'a pas intégré notre être entièrement. C'est-à-dire que notre âme doit se réveiller dans l'incarnation. Nous, on doit, en tant qu'être humain, la ramener dehors, mais par le corps, par l'incarnation, par le fait d'assumer notre terre. Parce qu'à chaque fois qu'on décroche de notre ancrage, de notre terre, notre psychisme se barre et il est aspiré par les forces de lumière dehors. Alors qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un processus d'individuation à faire. C'est-à-dire que plus je rentre dans la boîte de mon corps, plus je rentre dans mon individualité, avec toute cette limite, sans chercher à être ailleurs, plus je touche à ma source d'éternité,
puisque cette source d'éternité, bon, je vous ai mis une image qu'elle était dehors, mais c'est complètement con parce que on peut pas la visualiser comme ça. Cette source d'éternité, elle est partout. Elle est aussi dans l'eau, elle est aussi dans le corps, elle est partout en fait. Elle n'est pas dans une forme, donc elle n'est pas dans le temps. Elle est hors temps, mais elle est tout le temps là, dans chaque chose, dans chaque grain de poussière même de la matière. Donc c'est pas un problème d'être dans la densité. C'est plutôt même l'endroit où il faut être pour pouvoir pleinement ouvrir notre matière à cette part d'éternité. Alors que quand on sort du corps par le psychisme et qu'on cherche la lumière à l'extérieur, on s'empêche de diviniser notre matière, de diviniser notre corps. Là, j'espère que c'est plus clair. Parce que moi, au début, j'écris un petit peu mes textes pour vous parler, parce qu'il y a une manière un peu poétique aussi de dire les choses, et j'aime bien poser les mots comme ça. Puis après, je me laisse un peu parler, je me laisse porter. Donc peut-être qu'en m'écoutant, vous allez vous dire que parfois, on va faire des chemins un peu sinueux ensemble, mais à un moment donné, voilà, j'espère que cette transversale poétique, gnostique et alchimique dont je parlais apporte sa clarté, apporte aussi sa résolution des contradictions. C'est le but de la transversale. Il y a cette idée de la croix entre cette verticalisation, cette horizontalité, et puis la transversale vient mettre une sorte de coup de grâce à cette croix bien trop figée. Donc il y a une troisième œuvre dans l'alchimie. Tout n'est pas blanc ou noir, ou même les deux, c'est-à-dire on a les deux, mais la transversale, elle nous met dans un ailleurs, autre chose. On peut se faire percer, transpercer par nos évidences, dans nos évidences, je veux dire plutôt. On se fait transpercer dans ce qu'on croyait être vrai et faux. Voilà. Donc c'est toujours pareil, ce chemin, il est en trois, il est plutôt trinitaire. Donc voilà, l'idée c'est de ramener un peu de clarté dans toute cette gnose magnifique, que moi je trouve magnifique, maintenant que je commence un peu mieux à voir clair dans cette gnose. Mais j'aime aussi me dire, plus je vois clair sur l'architecture de l'être, plus en même temps j'aime à me réactualiser dans le présent, dans le verbe, dans ce que j'ai à dire là maintenant, me laisser découvrir, réenchanter par cette réactualisation au présent. Il y a une intelligence, quoi. C'est pas quelque chose de figé, on peut comprendre des grands concepts, se dire « Ah ouais, tiens, c'est comme ça que ça marche ». Mais à un moment donné, il y a toujours cette magie de l'improvisation, cette magie comme en musique de l'instant qui nous emmène dans un espace où on accède à un autre niveau. Et cet autre niveau, il est difficilement nommable. C'est compliqué de le mettre dans un cadre particulier, puisque c'est une forme de génie magique. Voilà. Donc c'est comment on peut percer ce monde-là polarisé dans notre psychisme, dans le fait qu'on a des mémoires malgré nous, on est des héritiers. Et dans ces héritages, il n'y a aucune liberté à la base. On nous fait croire qu'on a le choix, mais enfin, tout est induit depuis l'enfance. Je suis conditionnée pour penser et agir en me faisant croire que c'est moi qui décide. Pour une idée de la liberté fortement liée au rêve capitaliste de réussite d'ailleurs. Un rêve de gloire, de mérite, pensé par des élites qui roulent sur l'or. Et ça fait longtemps que ça dure. Et même quand je sabote leur idéologie, je me tire une balle dans le pied, parfois même jusqu'au suicide. Il y en a qui vont jusque-là pour contrer leur héritage, mais en s'autodétruisant, pensant que la voie, elle est là aussi. Une forme de revendication de liberté en s'autodétruisant. Mais c'est un leurre aussi, puisqu'on est en réaction. Donc on est complètement dépendant du système qu'on dénonce. Les leurres de la rébellion, ça aussi j'ai dû les regarder puisque j'étais une très grande rebelle. Et il y a un autre niveau de rébellion que je dirais qui est plus une forme d'autorité face aux mensonges de ce monde. C'est encore différent. C'est plus maintenant après une sorte d'intégration de certaines forces qui nous permettent de voir les illusions et donc de pouvoir faire une sorte de
de gymnastique, un peu comme un art martial, avec ce qui nous rencontre. Je pense à l'aïkido notamment qui permet ça, c'est-à-dire que tout ce qui nous attaque n'est pas vraiment contraire à nous, et plutôt comme un partenariat, parce que le monde est duel, donc il y a pour toute énergie il y a son contraire, donc c'est comment on danse avec ça, voilà. Mais je parlais donc de cette impasse d'être soit le bon fils, la bonne fille à papa, maman, on hérite et puis on fait que répéter ce qu'on nous a inculqué. Soit on dit fuck dans une forme d'adolescence revancharde, quelque chose qui nous met en réaction, ce qui est nécessaire hein, finalement pour s'extraire. Mais aussi là, à un moment donné, c'est une impasse, parce qu'on n'a fait que contrer, mais on ne s'est pas réalisé. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité ternaire, moi je trouve, pour sortir du jeu duel. Et donc parfois il y a dans une vie, parce que moi je vois toujours les choses en processus d'âme, dans une vie il y a peut-être la goutte de douleur de trop qui va faire qu'on va repérer l'arnaque. Il y a quelque chose qui nous sort la tête du jeu. Hein, un jour comme ça, que c'est notre conscience qui est capable de faire ça. La conscience qui se fait plus forte que l'ambiance qui nous entoure, que notre environnement. Puis on peut se dire, mais c'est qui pense là? C'est quoi qui me fait croire à tout ça? Qui je suis moi là-dedans quoi? C'est quoi qui est réel? Et pourquoi je peux observer mes pensées d'un coup en fait? Parce que si je les observe, c'est qu'elles sont pas de moi, elles viennent d'où ces pensées? Rien ne semble plus vrai. On peut tomber en dépression par exemple, traverser une forme de nuit noire. Mais moi je dirais que cette dépression c'est plutôt un signe de début de réveil, d'un monde qui est factice. Et probablement pour nous dire que non, la vie c'est pas ça en fait, c'est pas ce que je croyais devoir faire ou être dans cette vie, dans cette réalité sociale, ce métier, ces réalisations qui sont les rêves des autres, hein, qui sont des rêves qu'on nous a vendus par des marchands qui savent très bien faire, des marchands de tapis volants, hein. Et mais ce que je suis n'a rien à voir avec se faire une place dans ce rêve doré hein, qu'on nous a vendu. Ce que je suis n'a même rien à voir avec exister en tant que fille de mes parents, ni même en tant que maman, en tant que femme qui correspond au code de la société pour séduire, pour être repérée, vue. Et le problème, c'est ce narcissisme blessé en nous qui a tellement besoin de validation et de reconnaissance. Derrière se cache une blessure immense, un gouffre magnifique, j'allais dire tellement il est abyssal, dans le sens où on a tellement peur de s'y perdre. Or, pourtant, à un moment donné, le face-à-face est nécessaire pour se sortir de ces fausses identités. De constater sa blessure profonde, sa vulnérabilité profonde. Rentrer dedans. De voir qu'en fait, que tout ce qu'on a cherché toute notre vie, c'est éviter ça. Éviter de cette souffrance qu'on n'a pas peut-être pu traiter petit. Parce que quand on était petit, on a dû sentir un gouffre entre l'amour attendu et l'amour rencontré. Donc ce narcissisme, je dirais ce narcissisme, c'est peut-être pas le bon mot, en tout cas c'est un grand besoin d'amour, un grand besoin de reconnaissance, il est à reconnaître. Et de se rendre compte que tout ce qu'on fait, c'est une quête d'amour. Je cherche l'amour dans n'importe qui, dans n'importe quoi. Je veux absolument me voir en toi, je veux que tu me valides papa, maman, et puis n'importe qui dehors, là. Hein. L'IA, le sport, la musique, le jeu, n'importe quoi pour me sentir en relation, même si c'est une mauvaise relation. Et déjà se rendre compte de ça, de notre quête d'amour, d'amour infini, je dirais, d'amour à chaque instant, c'est déjà la première étape d'un déconditionnement de notre addiction à la reconnaissance. Quoi que je fasse, je cherche l'amour, le regard aimant, le corps de l'autre. Je veux refaire unité. Je veux refaire unité avec l'autre, mais en fait avec moi, depuis mon origine de complétude. Et parce qu'en fait, au fond de nous, il y a une nostalgie de ce paradis perdu. Et on l'a oublié souvent, c'est inconscient. Mais il y en a qui s'en souviennent aussi, qui savent qu'ils ont chuté. On a besoin de refaire corps avec l'amour même, sentir cet amour battre en nous, pour donner un peu de paix à cette plaie immense de la séparation ontologique de l'âme, du corps et de sa source d'amour. Donc, faire l'aveu de notre blessure, pour moi, c'est la plus grande sanité d'esprit. Et le problème, c'est ce clivage, c'est que la plupart des gens, et dans notre société, la plupart des gens ne savent pas qu'ils hébergent ce gouffre, cette blessure sanguinolente.
d'amour. Et qu'en fait, tous leurs efforts, chaque matin, chaque jour, c'est se blinder, c'est ne surtout pas rencontrer cette blessure, c'est pallier à cette blessure, que ce soit par n'importe quoi, les drogues, je disais les jeux, les attractions extérieures, donc cette lumière extérieure qui nous attire, qui nous fascine et puis qui va nous distraire. La distraction, mon Dieu, je déteste ce mot. La distraction, c'est nous distraire de nous-mêmes, nous distraire de ce que nous sommes en réalité. Donc le seul moyen de nous réintégrer, dans notre plénitude, dans notre complétude finalement. Et c'est pour ça que c'est pas évident, parce que c'est justement ce qu'on évite qui peut nous permettre de nous réintégrer. C'est ce qui nous fait le plus peur, qui va nous permettre de nous réintégrer en tant que corps, âme, esprit, en tant qu'être intégral. Et je reviendrai sur ça dans une autre émission, parce que c'est un sujet vaste. De se retourner à l'intérieur de soi pour aller se rencontrer cet abysse. Cette intériorité, cette intériorisation nécessaire, c'est se tourner vers sa part féminine. C'est bien là le sujet, finalement. Tout me ramène à ça à chaque fois, c'est de dire, tant que ce féminin, cette part obscure en nous, ce continent noir négligé par la société, cette terre noire qui est source de toutes les potentialités, qui est source de gestation de la création, tant que ça c'est pas rencontré, réhabilité, on ne peut pas être complet et entier. Comprenez comment les puissances aussi spirituelles telles que l'Église catholique, pourquoi ils ont diabolisé le féminin, hein, on comprend mieux, même les sociétés patriarcales, les élites, qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire qu'en négligeant notre part intérieure et en renouant avec nos émotions, notre sensibilité, on peut se réintégrer dans notre autre pôle, cette polarité en nous qui est négligée. Si on la réintègre, on se souverainise. Les élites, ils en veulent pas. L'Église catholique, ce qu'elle a fait, c'est très très grave, parce qu'elle a coupé la tête de la déesse et des cultes païens. Elle a diabolisé le féminin. Donc elle nous a créé un clivage profond, même inconscient aujourd'hui. On en est les héritiers de ce clivage dans cette société, même athée, parce que ça fonctionne pareil. C'est la même idéologie, c'est le féminin, c'est mal, ça fait peur, c'est diabolisé, c'est diabolique, c'est pas bon. Et faut agir, faut faire, faut produire, faut exploiter la terre, on est tout le temps en action. Et même les femmes, c'est terrible, sont sous le joug de leur propre misogynie. C'est compliqué de s'arrêter, c'est compliqué de ne rien faire, c'est compliqué de contempler l'abîme en nous et de voir à quel point nous souffrons de cette séparation d'avec nous-mêmes. Il faut déjà faire le constat du réel. Et une fois qu'on l'a constaté, c'est douloureux. Mais enfin, on peut s'en occuper. On peut prendre soin de la terre. On peut prendre soin de notre terre. C'est pas compliqué à comprendre comme mécanique, finalement. Donc tout l'enjeu, c'est cette métanoïa. C'est un mot pour dire ce retournement, cette âme qui se retourne vers sa source d'origine. C'est un retournement intérieur qu'il faut faire. Et si on ne le fait pas, on ne pourra pas finalement comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut l'avoir vécu, il faut pouvoir le désirer. Parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de lassitude de ce monde. Et peut-être à ce moment-là, alors on va être prêt à affronter nos ténèbres. Parce que dans nos ténèbres se cachent des monstres incroyables de peur et de terreur. Retourner dans le ventre de notre mère, c'est peut-être mourir à nous-mêmes et à tout ce qu'on croyait, être nous-mêmes. Donc ça fait très peur, il y a une dissolution, mais c'est aussi notre source d'amour qui est là. Il y a une sorte de peur à traverser pour pouvoir retrouver le cocon de la mère, le cocon de l'amour. Et donc on va devoir traverser les blessures qu'on a vécues enfant avec notre mère aussi, en retrouvant ce ventre. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai travail de spéléologie, de descendre dans nos cavernes,
Mieux vaut se faire accompagner, je pense, thérapeutiquement. Mais enfin voilà, l'enjeu, pour moi, mondial, social, il est là. La société capitaliste, patriarcale, s'est construite sur le déni de sa terre intérieure, de cette terre nécessaire à reposer, du respect des cycles de la nature, du respect du corps de la femme quand elle est en gestation, quand elle va accoucher, n'en parlons même pas. Regardez comment les femmes accouchent aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quand même une prise de pouvoir énorme sur leur corps. Donc il y a tout ce féminin à restaurer. Les cycles aussi féminins sont très importants. Les menstruations sont extrêmement sacrées pour les peuples premiers. Et donc, nous, on est à côté de la plaque. On est des peuples occidentaux dissociés complètement de la Terre, de notre Terre. Donc comprenez qu'on est des décorporés. Moi, on me disait quand j'étais plus jeune que j'étais perché. Puis à un moment, c'est assez récent d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était la société qui était perchée. Les gens se croient ancrés parce qu'ils ont de l'argent, ils ont une maison, ils brassent de la matière, mais ils sont pas là, ils sont pas présents. Ils sont pas dans la matière en fait. Ils ne l'habitent pas. S'ils l'habitaient, ils sentiraient l'amour, ils sentiraient le lien à la nature, au cosmos, à l'univers, à leur place dans l'univers. Ils se sentiraient intégrés. Or là, on est dans une société de désintégrés, de gens qui ne sont pas intégrés à leur système, à leur milieu, à leur écosystème, je veux dire. Donc c'est très grave, c'est vraiment se rendre compte de ça, c'est de dire, finalement les artistes, les sensibles, les enfants avec des troubles, on va les labelliser là psychologiquement comme si c'était eux le problème. Moi je dis que ceux qui sont dans une pathologie profonde, c'est ceux qui ne ressentent pas leur lien à la nature, c'est ceux qui ne ressentent pas qu'ils ont des émotions, qu'ils sont vulnérables, qu'ils ont aussi une part, de connexion sensible avec le vivant. Donc moi, à un moment donné, j'ai vraiment dû renverser les croyances qu'on portait sur moi, de dire non, en fait, c'est pas moi qui ai un problème d'hypersensibilité dans le sens que c'est pas normal. Non, je suis en fait reliée à ma terre intérieure. Pour ça que je suis devenue artiste d'ailleurs, parce que quand on ressent très fort, on ressent du coup beaucoup de douleur, parce que le monde souffre autour de nous, et puis on ressent aussi la souffrance de nous-mêmes être des exilés. Donc ça s'exprime, j'ai eu le besoin de l'exprimer dans la musique, fortement. Et c'est pas parce que moi je vais mal, plus que les gens. Moi, je suis plutôt en train de dire, non, mais en fait, moi, j'assume que j'ai mal. Vous avez mal, mais vous le savez pas. Et c'est ce qu'un artiste essaye de montrer, c'est regardez comment vous ressentez, regardez ce que vous avez au fond de vous. Et souvent, quand ça résonne avec le public, c'est qu'on se reconnaît. On dit, tiens, je reconnais cette colère, je reconnais cette énergie, je reconnais ce trop-plein. Et c'est pareil, la société... de l'industrie du disque, et puis, comme tout est hacké dans la pensée vers ces paradis artificiels, on nous vend des artistes insipides, des nourritures peu substantielles musicales aussi, pour nous détourner de ce vrai ressenti. Je dirais qu'il y a les artistes qui vous réveillent dans votre réalité de ressenti, d'être intégral, et puis il y a des artistes qui vous endorment, qui vous maintiennent dans un divertissement. Voilà. C'est un peu binaire ce que je dis, mais il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, il y a les vivants qui ressentent, qui sont conscients, qui sont dans un monde relié, où le cerveau droit fonctionne, on va dire, fortement aussi. Peut être des gens très créatifs du coup, un peu à part, et puis il y a ceux qui sont bloqués dans le cerveau gauche et qui pensent qu'ils ne sentent pas, ils ne sentent pas le lien qu'ils ont, ou s'ils le sentent, ils vont avoir des phénomènes de maltraitance avec ces liens s'ils n'accèdent pas à la conscience de leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être sentir, vivre des émotions, mais ils vont
les réprimer, les contrarier, les violenter les autres, du fait de cette non-reconnaissance, de ce non-amour de la part féminine, de cette même haine profonde, une haine profonde envers la douleur que l'on porte. Un manque de compassion terrible envers cette part de nous qui souffre. Voilà, bon, je peux m'étaler encore sur le sujet et je le ferai dans d'autres émissions parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça tourne toujours autour de la même chose finalement, c'est assez simple. C'est tant que la part féminine n'est pas intégrée, on est dissocié. Donc toute ma voie, tout mon chemin m'a mené à travailler cet aspect-là, puisque même si j'avais des ressentis très forts, une hypersensibilité, elle était tout le temps contrariée par mon environnement. Parce qu'on arrive dans des environnements qui eux-mêmes sont très contrariés par rapport à cette part féminine. On n'est pas dans un monde qui respecte les cycles féminins et la nature. Donc beaucoup de violence envers moi enfant et après à l'école et après dans le monde du travail et puis voilà, même dans le monde de la musique. Donc c'est de dire que finalement il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je pense que malgré tout, la société évolue. Et peut-être que c'est notre rôle à nous, les hypersensibles, les gens qui ressentent fortement leur lien avec les autres et la nature, de nous exprimer en long, en large et en travers. À bientôt.